Alors après avoir décrypté les divers acronymes plus ou moins compréhensibles, et j'espère qu'on va vous aider à les décoder, de chaque organisme qui intervient dans le cadre des situations de handicap au travail, maintenant on va essayer de vous expliquer comment ça s'articule concrètement quand vous êtes confronté à un moment de votre vie dans l'entreprise, en tant que représentant du personnel ou en tant que salarié même, à une situation de handicap. Alors j'ai pour ce faire Maria Rousseau de Cap Emploi, Jean-François Chireux de la GFIP et Jérémy Gattuso du SAMET. Alors je vais poser la première question à la GFIP puisque quand on parle à tous les intervenants, la pièce centrale du dispositif, c'est la GFIP. Puisque la GFIP gère les fonds qui vont vous aider à... donc Jean-François Chireux, si je suis moi en situation de handicap du jour au lendemain, que je veux être maintenu dans l'emploi, je me retourne vers la GFIP, comment ça marche ? Comment ça marche? Alors la GFIP, c'est pas un acteur de terrain en fait. On est avant tout un acteur institutionnel, souvent considéré comme le grand argentier du dispositif. Mais on n'est pas un acteur de terrain en tant que tel, en tout cas pour répondre aux situations de maintien dans l'emploi ou d'insertion. Bon, pour ce faire, en fait, on a développé un certain nombre de services qui permettent justement d'intervenir dans les entreprises pour que les personnes conservent leur emploi ou accèdent à un emploi. Mais la GFIP n'est pas un acteur de terrain en tant que tel. Par contre, on est un acteur financier qui permet justement de soutenir les projets qui nous sont proposés par les acteurs de terrain que sont les SAMET et les Cap Emploi aujourd'hui. Alors, donc vous êtes la pièce centrale de ce dispositif. Et comment, en tant que pièce centrale, vous articulez les interventions des uns et des autres pour pouvoir arriver au cœur de votre mission, qui est celle de gérer ces fonds et les distribuer au mieux à ceux qui en ont besoin et en collecter avec des contributions qui vous sont reversées par des gens qui ne satisfont pas au minimum de 6% de salariés handicapés. Il faut rappeler que c'est ça. Parmi les contributions que paye l'entreprise, il y a cette contribution qu'on paye à la GFIP parce qu'on n'atteint pas le seuil de 6%. Mais ces fonds-là, ils servent à quelque chose. C'est pas une taxe supplémentaire. C'est bien pour ça qu'on parle de contribution volontaire, effectivement. Donc en fait, la GFIP, c'est un collecteur, mais pas que. C'est aussi un expert du handicap. Et les fonds que l'on récolte, en fait, donc versés par les employeurs privés qui n'atteignent pas leur quota de 6%, nous permettent de développer un certain nombre de services, de prestations, d'aide directe pour les personnes handicapées et pour les employeurs. Alors, quand vous êtes saisi par un salarié ou par une entreprise, on vous dit, voilà, j'ai une personne qui a eu un accident, et puis maintenant, je voudrais la garder dans l'emploi, le salarié veut garder dans l'emploi. Vous, quel est votre rôle là? Vous intervenez comment? On a plutôt un rôle d'assemblier, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous ne sommes pas un acteur de terrain. Donc ce qu'on va essayer déjà dans un premier temps, c'est de conseiller au mieux la personne, et puis de la renvoyer sur l'interlocuteur idoine qui va être en capacité de pouvoir traiter concrètement la situation, parce que nous ne sommes pas un intervenant direct dans l'entreprise. Donc là, vous l'envoyez vers le SAMET, par exemple? Oui, vers le SAMET, voire d'autres acteurs en fonction de la demande qui est formulée par la personne. Alors, puisqu'on a Jérémy Gattuso du SAMET, une fois que vous êtes saisi par la GFIP, comment vous prenez contact, comment vous intervenez dans l'entreprise et quelle est votre mission? Alors, dans un premier temps, on va en effet, comme a pu commencer à le faire la GFIP, analyser la demande. C'est-à-dire qu'on va prendre contact auprès des acteurs principaux, l'employeur, le salarié concerné et le médecin du travail. On en a parlé tout à l'heure sur la table ronde. Donc on va récupérer des informations sur ces acteurs-là et puis tout simplement proposer notre intervention parce qu'on intervient en termes de conseil. On n'a pas de pouvoir coercitif par rapport à l'entreprise. Donc nous, notre but, c'est de pouvoir intervenir sur le terrain, donc sur le site de l'employeur, pour commencer notre diagnostic et rechercher une solution de maintien dans l'emploi. Alors, j'ai recherché une solution de maintien dans l'emploi, ça veut dire faire un diagnostic sur l'aménagement du poste de travail, par exemple. C'est ça, des possibilités de maintien dans l'entreprise. Donc, soit les possibilités de maintien sur le poste, en aménageant le poste de façon technique ou organisationnelle. Si ce n'est pas possible, travailler aussi, par exemple, sur du reclassement interne, donc une évolution professionnelle de la personne via une formation ou un tutorat dans l'entreprise. Et s'il s'avère qu'il n'y a pas de solution d'entreprise, pouvoir quand même accompagner le salarié dans une démarche de reconversion professionnelle pour trouver un métier plus adapté à son handicap. Et là, vous décrochez vos téléphones et vous appelez Maria, qui, chez Cap Emploi, va avoir toute une démarche de formation. Alors, Maria, 2 mots sur la mission de Cap Emploi, même 3 ou 4, puisque là, on peut rentrer dans les détails dans le cadre de l'articulation. Donc, vous intervenez, vous, quand la SAMET n'a pas trouvé de solution? Alors,
Oui, pas que, mais oui, à partir du moment où la personne en fait est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, donc cette personne peut avoir un accompagnement spécifique renforcé donc par le Cap Emploi aujourd'hui, qui va lui permettre donc d'avoir un conseiller référent qui est spécialiste dans l'accompagnement des personnes reconnues travailleuses handicapées, qui va également poser un diagnostic en fonction de sa situation donc à l'entrée, en fonction de ses aptitudes, ses compétences, de son handicap, voir quel accompagnement sera mis en place. Donc il y aura bien entendu plusieurs étapes par rapport à cet accompagnement. Donc ça va passer par soit la mise en place d'une complète reconversion professionnelle, d'où un bilan de compétences, la découverte d'un nouveau métier, des formations, bien évidemment. Donc tout ça sur les droits acquis par le salarié, que sont le compte personnel de formation, tous ces droits qui sont maintenant transférables, etc. Et si besoin est, peut-être demander à la GFIP un complément pour une formation qui n'est pas prévue par ces fonds-là et par les collecteurs traditionnels. Par le conseil régional également, qui peut également financer des formations et bien entendu en complémentarité avec des formations financées par la GFIP, bien évidemment. Parce que la GFIP, et là on retourne vers Jean-François, finance des formations. Oui, tout à fait. La GFIP a un programme de formation qui vient bien en complémentarité du dispositif de droit commun, parce que c'est important de rappeler quand même qu'une personne en situation de handicap, avant tout, c'est un citoyen à part entière, donc il doit bénéficier, au même titre que les autres, des programmes de formation existants. Et puis la GFIP, elle vient compléter les dispositifs existants, soit par des moyens financiers, soit par des actions complémentaires, de façon à pouvoir répondre réellement à la demande, aux besoins des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi. Le spectre des formations que finance la GFIP, il est suffisamment large, parce que je me rends compte, nous, on est à Syntec et notre organisme de formation, c'est le FAFIEC. Et dedans, on a une liste de formations et c'est très difficile de sortir de cette liste. Est-ce que vous êtes plus large que les listes de formation prévues par certaines branches, par exemple? Est-ce que vous proposez aux travailleurs, parce qu'un travailleur qui se retrouve en situation de handicap, il n'est pas forcément un chauffeur routier ou électricien. Il peut être le spectre est très très large. Et est-ce que vous avez des formations métiers qui sont suffisamment larges pour satisfaire n'importe quelle branche? Ouais, c'est un peu l'objectif aujourd'hui. Maintenant, il y a quand même il y a une politique de formation qui existe, qui est gérée en particulier par les conseils régionaux. Donc en fait, l'objectif de la GFIP, c'est dans un cadre conventionnel, c'est de venir compléter l'offre existante de façon à apporter soit des moyens complémentaires financiers pour permettre aux personnes de se former, pour compenser les situations de handicap, voire d'envisager d'autres programmes particuliers pour répondre aux besoins qui sont rencontrés par les personnes et qui nous sont remontés par les acteurs de terrain, en particulier par le réseau Cap Emploi. Alors, Maria, pas de programme en tant que tel. L'objectif, c'est vraiment de coller à la demande et de soutenir les projets. Tant que si le projet est viable, effectivement. Voire même jusqu'à la création d'entreprise. Oui, tout à fait. On finance également la création de l'entreprise à la GFIP. Tout à fait. Alors, on va revenir vers Maria. Donc, une fois qu'on a fait ce bilan de compétences, on a fait une formation financée par la GFIP ou pas, vous travaillez comme un cabinet privé d'outplacement finalement. Alors, en fait, à partir du moment où la personne est formée, est opérationnelle et donc est dans une recherche active, je dirais, à l'emploi, il y aura également un accompagnement complémentaire par des chargeurs de la entreprise qui, elles, donc, vont sensibiliser, accompagner, conseiller donc les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, pour pouvoir justement réussir l'intégration des personnes qui sont en difficulté et qui sont dans cette recherche d'emploi. Donc il y a tout accompagnement spécifique, des actions qui sont menées, des appuis de candidature. Nous mettons également en place donc des job dating, des speed recruit. Nous participons à différents forums pour emplois spécifiques pour réussir à faire le lien entre la personne que nous accompagnons et l'employeur. Réussir surtout à les mettre en relation pour qu'ils puissent justement avoir la chance d'obtenir un contrat de travail. Alors, est-ce qu'il y a un réseau de collecte d'offres d'emploi que les salariés en situation de handicap pourraient consulter pour trouver un travail plus facilement? Alors, tout à l'heure, j'évoquais l'Association des paralysés de France qui a ce type de service. Est-ce que vous, Cap Emploi, avez une vision de tout ce qui existe pour le conseiller aux gens que vous accompagnez? Alors, bien entendu, il y a différents sites qui existent spécifiques d'emploi, même le Pôle emploi, bien évidemment, puisque les personnes, même s'ils sont accompagnés par le Cap Emploi, ont la possibilité d'accéder toujours aux offres d'emploi, bien évidemment, du Pôle emploi.
À notre niveau, nous avons mis également en place ce qu'on appelle la Job Board, en fait, ce qui nous permet au niveau de notre site de diffuser des offres en ligne. Il y a d'autres sites également spécialisés qui existent, mais c'est surtout également le terrain, hein, c'est-à-dire la prospection et les différentes interventions auprès des employeurs qui vont nous faire récolter des offres d'emploi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté supplémentaire quand on se retrouve en face d'un salarié qui a eu un accident et qui déclaré inapte par la médecine du travail, ce qu'on vient d'évoquer avec Philippe, qui donc se retrouve licencié? Est-ce que le remettre sur le chemin de l'emploi ne nécessite pas de la part de son conseiller, en plus des compétences du conseiller de Pôle emploi, des compétences de quasi-psychothérapeute pour le maintenir à flot et le mettre dans un esprit où il y a une dynamique vers l'emploi et pas subir et être préparé d'ores et déjà à l'échec? Oh non, mais tout à fait. En fait, très souvent, malheureusement, je dirais que les conseillers doivent d'abord accompagner les personnes qui arrivent au sein de notre structure de pouvoir faire le deuil de leur ancien métier. Hein, donc ça arrive très très souvent, malheureusement. Alors, bien évidemment, on ne travaille pas seul. Hein. On travaille donc avec plusieurs structures et plusieurs donc partenaires qui sont spécialisés sur divers accompagnements et spécialisés également, par rapport à différentes pathologies. Hein. Donc, nous pouvons solliciter ces partenaires lorsque nous en avons besoin. Alors, admettons que vous détectiez un problème psychologique fort entraînant un blocage du salarié dans un entretien. Quel est le spécialiste que vous contactez? Comment ça fonctionne là? Comment moi, si je suis dans cette situation, je peux vous dire, ou comment vous pouvez détecter que j'ai besoin de cette intervention, et comment vous mettez en place la procédure qui va me permettre d'être aidé là-dedans? Alors, si c'est juste un blocage par rapport à un entretien d'embauche, nous avons mis également en place des ateliers spécifiques, justement, qui nous permettent de faire des simulations d'entretien d'embauche, soit donc avec l'aide de conseillers spécialisés par rapport à une spécificité du handicap, et nous sollicitons également des employeurs, voilà, qui sont là justement pour nous aider, pour nous accompagner, qui peuvent également donc rencontrer ces personnes, les aider, les aiguiller et également les conseiller. Et si la pathologie est plus lourde, type dépressif, et que je n'arrive pas à aller sur ce rendez-vous qui va me permettre de retrouver du travail parce que j'ai été miné par, d'une part ce handicap et d'autre part la perte de mon emploi, donc double peine. Alors là, vous avez aussi une assistance médicale si besoin est, ou une préconisation que vous faites, et comment ça, parce qu'il faut avoir du tact aussi dans ces cas-là. Oui, bien évidemment, mais les conseillers, donc de toute façon, peuvent solliciter les médecins du travail, hein, puisque les Cap Emploi ont signé des conventions avec les différents médecins du travail du territoire, et donc à n'importe quel moment, les conseillers peuvent préconiser une visite médicale. Alors, ce qui est intéressant sur ces petites vidéos qu'on fait, c'est qu'on redécouvre, on découvre déjà le rôle de l'AGFIP, du SAMET, etc., qui sont des acronymes un peu obscurs, mais on refait surface le rôle du médecin du travail, ce rôle central qui est trop souvent ignoré, que les salariés n'utilisent pas, sauf quand ils ont la chance d'être dans une petite zone industrielle où on se rencontre, on se croise. Mais donc le médecin du travail, c'est aussi un acteur central pour vous. Alors, l'AGFIP ou la SAMET, comment vous les contactez et que leur demandez-vous? Peut-être Jean-François. En fait, plusieurs niveaux de réponse. Hein. On a des collaborations, je ne vais pas dire quotidiennes, mais au moins mensuelles avec les médecins du travail dans le cadre des dispositifs qui existent déjà aujourd'hui, qui sont mis en place dans le cadre de la loi santé-travail, par exemple. Donc là, c'est plutôt une collaboration globale pour faire avancer les choses. Après, au quotidien, c'est plus en fonction des situations pour lesquelles nous sommes sollicités dans le cadre de demandes de financement, puisque systématiquement, pour nous, le médecin du travail est un acteur pivot, que ce soit dans le cadre de l'intégration ou dans le cadre du maintien dans l'emploi. Donc en fait, c'est effectivement un acteur incontournable qui n'est pas toujours disponible, effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais qui est malgré tout un levier essentiel pour faire... Alors pour vous, qui avez au quotidien des relations avec le médecin du travail, quel est le regard que vous pouvez donner à ceux qui ont quelquefois du mal à le joindre pour qu'ils viennent à la réunion du CHSCT? Est-ce que vous pouvez expliquer quelquefois ce manque de disponibilité? Est-ce que vous pensez que les médecins du travail ont les moyens de leur mission? Il ne m'appartient pas de juger, d'estimer ça. Moi, je considère que le médecin du travail, c'est un acteur à part entière et qu'a priori, comme le disait votre collègue tout à l'heure,
Il ne faut pas en avoir peur, il suffit de le solliciter, il a un téléphone, il a une assistante, il a éventuellement une infirmière qui peut lui relayer un certain nombre d'informations. Et jusqu'à présent, on gère quand même bon nombre de dossiers en délégation de France. Il n'y a pas de problème particulier à solliciter les médecins. Bien évidemment, on sait qu'ils sont de plus en plus rares. Maintenant, les services de santé au travail se sont réorganisés de façon à ce qu'on puisse quand même avoir un interlocuteur clé au sein du service de santé au travail. Donc je considère qu'aujourd'hui, il faut quand même essayer, tant que faire se peut, de les solliciter parce qu'ils sont effectivement conseillers de l'employeur, mais aussi conseillers du salarié. Donc c'est un acteur à part entière. Alors, pour le SAMET, donc le service d'aide au maintien du travailleur handicapé dans l'emploi, votre démarche vis-à-vis du médecin du travail, concrètement, ça se passe comment? Comment vous rentrez en contact avec? Qu'est-ce que vous lui fournissez comme document? Qu'est-ce que vous lui demandez comme étude? Et comment ça s'articule pour vous? Alors si c'est pas le médecin du travail directement qui nous contacte, parce que ça reste la majorité des demandes d'intervention, c'est les médecins qui nous contactent directement, soit via une fiche de signalement qui nous permet d'avoir les premières informations pour intervention, tout simplement par téléphone ou autre, tout est possible. Mais si c'est pas eux qui nous contactent, une des premières questions qu'on va poser à l'employeur ou au salarié, c'est est-ce qu'il a pris contact justement avec le médecin du travail. Ça, c'est pas toujours le cas au moment où on est sollicité, et on va les conseiller de le mettre dans la boucle le plus rapidement possible. Parce que comme on l'a dit, c'est un acteur incontournable. Après, par rapport à sa disponibilité, je pense que de toute façon, à l'avenir, il faut aussi qu'on puisse travailler avec les équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail. Le médecin du travail, en effet, ne va pas pouvoir tout faire. Et il y a plein de compétences dans les services de santé au travail. Il y a des ergonomes, il y a des psychologues du travail, il y a des infirmières qui sont là aussi pour aider l'employeur et le salarié dans leur situation. C'est très intéressant ce que vous évoquez. Parce que pour bien expliquer aux gens qui vont nous voir, quand on alerte donc, dans le cadre de la volonté de maintien dans l'emploi d'un salarié qui va se retrouver en situation de handicap, potentiellement, c'est une équipe de combien de personnes qui se met à sa disposition? Parce que ça, quand même, il faut montrer que dans les services que nous avons en France et qui sont à préserver, il y a du potentiel qui se mobilise pour venir assister des gens qui sont dans la difficulté. Alors, pour un cas tout bête de quelqu'un qui perd une mobilité, c'est combien de personnes qui se mettent en mouvement pour préserver et essayer de le maintenir dans l'emploi? Alors, c'est au cas par cas, donc j'aurais du mal à vous dire combien de personnes. Mais on peut avoir en effet 4 ou 5 personnes qui peuvent intervenir. Après, ça peut être aussi un risque, c'est-à-dire qu'à force de multiplier les acteurs, la personne ou l'employeur peut s'y perdre aussi. Donc charge justement aux acteurs principaux comme le médecin du travail de pouvoir coordonner, centraliser et ainsi permettre aussi une certaine visibilité dans ce qu'on peut proposer en termes d'aide. C'est intéressant pour ceux, puisque mon objectif caché, c'était de passer au-dessus du tabou du handicap et d'expliquer que c'est pas une fatalité et qu'on peut quand même s'en sortir parce qu'il y a des gens pour nous aider et qui sont là à nous l'expliquer et de dire que c'est des équipes complètes, quoi. On n'est pas seul et qu'il faut pas, et que l'isolement ne doit pas être la source de la triple peine qui serait en plus du handicap et de la perte d'emploi à l'isolement. Oui. Et ça, je compte sur vous pour leur passer le message, pour leur montrer que vous êtes à leur disposition. Alors ici, on a les gens des Hauts-de-France, mais il y a les mêmes dans toute la France. Bien sûr. Et que sur un simple coup de fil, alors on va rappeler en fin d'interview les sites internet sur lesquels on peut se connecter, mais que la machine se met en route et que bien sûr, il y a un peu d'administratif à faire parce qu'on est quand même en France. Oui. Alors, pour la GFIP, est-ce que cet administratif est très lourd? Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Quand on déclenche un dossier comme ça, comme on est en France, il y a beaucoup de papiers à remplir. Ça, c'est normal. Est-ce que vous faites encore des efforts au maximum pour simplifier les procédures et pour rendre la chose un peu plus légère et que ce ne soit pas un labyrinthe qui décourage les gens qui pourraient avoir recours à vos services de dire non, finalement, c'est pas la peine, je reste là, quoi? Bien évidemment, on essaie de faire en sorte de ne pas complexifier les démarches administratives. Bon, c'est pas toujours possible, mais tant que faire se peut, on le fait. Notamment, on a un certain nombre d'aides qui sont mobilisées par nos réseaux de prescripteurs qui se mobilisent très rapidement et qui sont financés de façon aussi très rapide. Par contre, en fonction des situations, il peut y avoir quand même... on est en France, donc on ne va pas se réinventer malheureusement, la paperasserie est là. Mais bon, le choc de simplification, il a aussi cours à la GFIP, puisqu'il y a un travail de fond actuellement pour revoir notre programme d'intervention, pour justement simplifier
l'accès aux aides pour les salariés, pour les employeurs. Donc c'est quelque chose qu'on a en conscience et sur lequel on travaille au quotidien pour vous rassurer. Est-ce que vous êtes aussi sur le tout numérique? Parce que moi j'aime bien alerter ces organismes qui se mettent sur le tout numérique et surtout les sensibiliser sur le fait qu'il y a en France des gens qui n'ont pas la fibre et qui n'ont pas le haut débit. Et que le tout numérique peut être un sacré handicap. Parce que vous aussi, vous parlez les deux langues, le e-formulaire et le formulaire encore papier avec le bon dossier qu'on vient de vous remettre. On n'en est pas encore là aujourd'hui à la GFIP, on aime encore beaucoup le papier. Vous parlez déjà la langue universelle que tout le monde peut comprendre. Exactement. Alors c'est pas toujours très pratique parce qu'en termes de réactivité, je pense qu'on aurait aussi grand intérêt à s'intéresser à la digitalisation. D'ailleurs, c'est aussi dans nos ambitions de faire en sorte qu'on puisse nous solliciter par d'autres moyens que par le biais d'un dossier cartonné. C'est pas pour tout de suite parce qu'effectivement c'est un travail de fond. On va par contre, je pense d'ici quelques temps peut-être s'intéresser aussi aux initiatives de nos camarades de l'État qui travaillent aussi sur le sujet pour essayer d'expérimenter peut-être des choses. Mais pour l'instant on est encore old school, beaucoup de carton, beaucoup de papier. Ben, vous savez, le papier, c'est l'espéranto du langage administratif, c'est celui que tout le monde est supposé comprendre. Est-ce que chez vous, chez Cap Emploi, vous n'êtes pas tombé, comme Pôle Emploi d'ailleurs, dans le tout numérique? Et est-ce que si on est au fin fond d'une campagne en difficulté et qu'on n'a pas encore la chance d'avoir la fibre ou le haut débit, on peut quand même remplir les fonctions administratives, remplir les dossiers et vous contacter? Bien sûr, sans aucun problème. Bien évidemment, non, on n'est pas du tout encore à le numérique. Nous utilisons également donc des dossiers papier et de toute façon, l'ensemble des dossiers de demande d'intervention auprès de la GFIP sont des dossiers papier cartonnés pour certains. Donc non, il n'y a aucun souci. De toute façon, même si une personne, parce que malheureusement, je dirais, il arrive encore que des personnes n'ont même pas d'ordinateur chez eux. Non, voilà, donc même pour candidater, pour nous contacter par mail, pour eux, c'est vraiment la galère. Et donc, ils peuvent venir directement et on va les aider sur place, on va les accompagner. Si vous pouviez expliquer ça à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, ça serait parfait. Parce qu'eux, ils sont sur le tout numérique, on ne peut plus leur écrire. Si vous aviez un conseil à donner à nos visionnautes, représentants du personnel, salariés ou personnes qui vont se retrouver en situation de handicap, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils vous contactent et ils viennent enclencher une procédure pour leur dire que c'est pas compliqué, pour leur dire qu'il y ait de la prévention? Quel conseil vous donneriez? Un conseil chacun. Alors, à mon niveau, je dirais surtout n'hésitez pas, bien évidemment. Une personne qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi peut avoir, il n'y a aucune obligation, bien évidemment, mais peut avoir cette possibilité d'être accompagnée par un conseiller spécialiste et spécifique. Ça ne peut être qu'un plus. Donc, une personne qui est inscrite au Pôle emploi peut avoir cet accompagnement spécifique Cap Emploi à aujourd'hui, ou par un organisme spécialisé, je dirais, dans l'accompagnement. Voilà, ce n'est qu'un plus, il faut absolument le faire. Il peut y avoir donc des avantages, il peut y avoir donc des priorités par rapport à certaines démarches. Donc n'hésitez pas, on est là surtout pour parler de compétences, moins de handicap. Bien évidemment, on fera en sorte qu'il n'y a aucune contre-indication et que le projet professionnel soit surtout en adéquation avec le handicap de la personne. Ou peut-être que le projet professionnel passe devant le handicap, parce que quand on a un projet, quelquefois, on savait pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais tout à fait, on en parle de toute façon depuis tout à l'heure. Maintenant, à partir du moment où le handicap est compensé, le poste est aménagé, il est adapté, c'est un travailleur, c'est un salarié comme tout autre salarié. Alors Jean-François, un conseil peut-être à un employeur qui reculerait devant la demande d'une aide à la GFIP pour maintenir quelqu'un dans l'emploi et qui soumettrait un de ses salariés à la double peine. Qu'est-ce que vous lui diriez à cet employeur-là? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Beaucoup de choses. Ce que je pourrais lui dire, c'est qu'effectivement, il y a un cadre légal qui l'oblige aussi à faire le nécessaire pour répondre à son obligation d'emploi. Et finalement, c'est pas une si grande difficulté que ça. Et puis que le fait de maintenir dans l'emploi des personnes en situation de handicap, ça enrichit aussi le collectif. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est un minimum de civisme surtout. Pardon? C'est un minimum de civisme. Oui, tout à fait.
et que il n'est pas seul, l'employeur. Il a des acteurs financiers, il a des prestataires autour de lui, il a des opérateurs de terrain qui sont là aussi pour l'accompagner. Il n'est pas seul. Le salarié n'est pas seul. Donc finalement, comme tout le monde est bien accompagné, la solution est facile à trouver. Donc il faut qu'il la mette en place. Oui, puis ce serait bien que les employeurs, plutôt que de devenir contributeurs, ils deviennent allocataires. Ça voudrait dire tout simplement qu'il y a un vrai effort d'embauche de salariés en situation de handicap et qu'on ne laisse pas des gens sur le bord de la route parce qu'ils ont un handicap. C'est ça que ça voudrait dire. Pour moi, ce n'est pas la fin de la GFIP puisqu'ils ne percevraient plus les contributions, mais c'est le début de l'insertion dans le milieu commun de salariés handicapés ou personnes en recherche d'emploi. Oui, mais je pense après, je comprends que vous ayez un discours de militant, mais notre pratique quotidienne avec les employeurs, elle nous apprend quand même quelque chose, c'est que souvent c'est par méconnaissance en fait qu'ils mettent pas de choses en place. Un chef d'entreprise, qui gère une petite PME de 25 salariés ou 30 salariés, il a tellement de choses à gérer, on a parlé tout à l'heure de la lourdeur administrative française, qu'effectivement ça lui passe un peu à côté de l'esprit, et que bien souvent il n'a pas bien conscience que des solutions existent, que des compétences existent, que des solutions techniques peuvent permettre aussi de compenser les situations de handicap dans l'entreprise et de lui permettre de répondre à son obligation d'emploi. Donc je pense que généralement quand même c'est plutôt par méconnaissance, par manque de temps. Donc c'est plutôt le conseil, c'est plutôt que les chefs d'entreprise s'ouvrent le champ des possibles. Il y a des acteurs, il y a des moyens et en fait il suffit d'un petit peu de volonté, je pense qu'on y arrive. Alors et avec Jérémy, on peut dire à un employeur, puisque c'est le message à l'employeur, que quand on veut aménager des postes ou qu'on veut aménager quelque chose dans ces locaux, c'est pas la peine de faire venir des cabinets d'architectes très chers, mais qu'on a des services qui sont les vôtres, qui sont professionnels, qui sont des ergonomes et qui peuvent aider. Oui, on accompagne sur l'ingénierie du projet, par exemple en effet l'aménagement du poste de travail. Donc c'est-à-dire que dans notre intervention, on va pouvoir établir un diagnostic, préconiser des aménagements qui soient techniques, organisationnels, et les aider aussi à les mettre en œuvre, c'est-à-dire contacter des fournisseurs, faire des essais de matériel si on est sur du matériel adapté pour la personne, et voir les possibilités de financement. Donc c'est vraiment un accompagnement du début à la fin au niveau de l'employeur. Donc on ne peut pas faire sans lui, parce que c'est lui qui va décider, c'est lui qui connaît le mieux l'entreprise, donc on a besoin de lui pour pouvoir avancer sur ce projet-là, mais on l'accompagne sur toutes les facettes du projet. Au-delà d'être passé au-dessus du tabou, j'espère qu'en regardant cette vidéo, s'il y a des employeurs qui la regardent, ils ne se diront plus que quand survient un handicap chez un salarié, c'est une montagne qui se dresse, mais plutôt qu'il y a tous les outils qui vont faire en sorte que ça ne va pas lui coûter une fortune, parce que c'est souvent ça, l'inquiétude du chef d'entreprise, c'est combien ça va me coûter d'adapter, combien ça va me coûter de former, combien ça va me coûter de reclasser. Et que non, il y a des gens dans le service public, dans l'association de gestion, une agence nationale, qui peuvent l'aider à passer au-dessus de ça. Je crois que si c'est un message, c'est celui-là qu'on veut passer. Et puis pour ceux qui vont se retrouver en situation de handicap, le handicap, c'est plus un problème pour sa carrière professionnelle. Après, personnellement, ça chacun le gère comme il peut, mais pour une carrière professionnelle et pour être maintenu dans l'emploi, le handicap ne doit plus être un problème. Exprimez-vous, faites reconnaître vos handicaps, parce que ça peut permettre de créer des expériences pour en bénéficier après. Merci beaucoup.